Installez-vous, on va discuter quelques minutes et ensuite on aura un échange avec Jean-Luc Boudinck et Jacob Berti sur ce projet fou. On en a discuté un petit peu tout à l'heure, mais tout le monde n'était pas là. Donc rapidement, l'essence de ce projet qui vous a permis de partir, du jour au lendemain, vous avez tout plaqué et vous avez décidé de parcourir le monde. Ouais, effectivement, on vivait à Londres comme on a pu le voir dans le film et on s'est beaucoup questionné sur qu'est-ce que ça veut dire vivre en ville aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire vivre en ville demain, surtout pour faire face aux enjeux climatiques qu'on connaît et auxquels on peut ressentir l'effet aujourd'hui. Et donc face à toutes ces problématiques, on avait envie de mettre en face de tout ça des solutions pour déjà proposer une vision optimiste de la ville de demain, donner envie de vivre dans cette ville-là. Et voilà, encore proposer un nouvel imaginaire qui donne envie aussi de passer à l'action individuellement, collectivement, dans son entreprise ou même à l'échelle d'une ville et pour améliorer nos conditions de vie en ville. Alors on l'a vu, mais d'un point de vue pratico-pratique, entre une idée de base et la mise en œuvre, ça vous a pris combien de temps trouver des partenaires, des financeurs, comment vous avez monté votre projet ? On a commencé déjà à réfléchir le projet en mars 2020, quand la crise Covid est tombée. On a eu le temps de réfléchir à tout ça. On a mis 6 mois à prendre la décision de quitter nos boulots. C'était pas rien, il fallait l'annoncer à la famille aussi, c'était quelque chose. Je me lance dans le monde du cinéma, mais quelle idée. Ensuite, on a mis 6 mois pour lever des fonds, parce que un projet comme ça, il fallait quand même le financer. On a fait une campagne de financement participative. On a eu le droit aussi à des subventions publiques, notamment de la Toulouse Métropole. Et on a aussi des entreprises privées qui ont accepté de nous suivre dans l'aventure. Ensuite, on est parti 6 mois en tournage et puis on est revenu en terre toulousaine pour monter le film. Le film s'est fait ici au cœur de Toulouse. On a passé plus d'1 an avec une dizaine de personnes à travailler sur le film. Et puis, il est sorti au cinéma en avril 2023, donc cette année. Alors, est-ce que dans toutes ces villes que vous avez parcourues, il y en a une qui vous a plus attiré que d'autres par rapport au projet de demain et de végétalisation en l'occurrence? Après, on fera un parallèle avec la ville de Toulouse et le Sicoval aussi. Mais est-ce que dans votre parcours, il y a un lieu qui vous a plus marqué qu'un autre? Alors, je pense qu'il n'y a pas une ville qui sort du lot à proprement dit. Je dirais que chaque ville a ses spécificités. Commence par agir sur un des sujets qu'on a pu découvrir dans le film. Donc, justement, l'idée de ce film-là, c'était de mettre bout à bout toutes les solutions qu'on a découvertes pour imaginer ce que pourraient être les belles villes de demain, françaises et étrangères. Donc, c'était ça l'idée. Après, on a eu des petits coups de cœur. Je ne sais pas si tu peux en parler. Notamment un petit coup de cœur, notamment à Mexico City. C'est fou, c'est une ville où il y a 22 millions d'habitants, c'est énorme. Il y a un quartier là-bas qui s'appelle le quartier de la Roma qui est végétalisé partout. C'est assez fou, on n'y ressent pas forcément la chaleur, alors qu'il y a une chaleur étouffante partout dans la ville, mais pas dans ce quartier-là. C'est végétalisé partout, donc notamment grâce à la mairie, mais aussi grâce aux habitants, grâce aux entreprises privées qui animent le quartier. Et on y a découvert des choses assez fabuleuses et aussi une ambiance, une connexion et un lien social assez fascinant. Enfin, pour moi, ça a été un vrai coup de cœur. Ouais. Le quartier de la Roma dont Manon parle, c'est 500 000 habitants. Mexico City, c'est 22 millions d'habitants. Donc on voit bien que même sur un quartier de 500 000 habitants, c'est presque la population de Toulouse, on voit que ces solutions peuvent être mises en place à grande échelle du coup. Bon, après, on va passer la parole à la salle, mais on en parlait avec Chouela juste pendant le film. On parle beaucoup de végétalisation, mais où gare-t-on nos voitures? Comment on circule? Parce que vous n'en parlez pas dans votre film. Il y a 3 grands sujets qu'on n'aborde pas dans le film. Donc c'est la mobilité, c'est l'eau et l'énergie. On a décidé de ne pas aborder ces sujets-là, déjà par leur complexité, parce que chacun d'entre eux, en fait, mériterait 1h30 de film. Le sujet est extrêmement complexe, mais donc la nature en ville et la reconnexion entre ville et nature est un sujet essentiel pour que la ville de demain soit vivable et désirable. Mais on ne peut pas oublier la mobilité, l'eau et l'énergie qui feront potentiellement l'objet de prochains films avec François. Ouais, c'était la liaison peut-être. Vous avez donc un autre projet qui est déjà dans les boîtes? Mais on commence énormément à s'intéresser au sujet de l'eau. C'est vrai qu'on nous a répété tout le long du voyage et avec toutes les rencontres qu'on a faites qu'il n'y aura jamais de verre sans bleu.
et que le bleu, c'est aussi le début d'une réflexion. Et donc, on commence de plus en plus à s'intéresser à ces sujets-là et qui nous touchent déjà aujourd'hui en France en plus. En tout cas, très, très beau travail. On va ouvrir le micro à la salle pour ceux qui ont des questions à poser à Manon et François. Allez-y, on est entre nous, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de questions stupides. Il y a juste l'envie de partager le moment avec ces jeunes, plein d'ambition, plein de projets. Oui, jeune homme. Bonjour, donc déjà bravo pour ce film, j'ai trouvé ça très intéressant. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a tendance à beaucoup parler de végétaliser les villes. Par contre, on parle pas tant que ça du recyclage des biodéchets. Et j'ai trouvé ça très chouette que vous mettiez l'accent là-dessus, notamment avec l'exemple de Milan. Et ça me fait réaliser qu'en fait, si on donnait à chaque citoyen un bagage de base, en fait, leur donner un bac de compostage à chacun, ça marcherait très certainement et ça pourrait vraiment encourager la population entière à participer au changement. Et j'ai une question pour Manon. Dans le film, à un moment, vous dites une phrase, c'est « La ville de demain est une utopie dangereuse ». Pourquoi ? Alors, la ville de demain est une utopie dangereuse, oui. Parce qu'en fait, moi, je l'avais imaginé un petit peu de façon différente avec François au début de cette idée de projet. C'est-à-dire que j'aspirais beaucoup à de la haute technologie. J'ai fait un master à l'IAE à Toulouse en management de l'innovation. Je suis passionnée d'innovation et je me suis toujours beaucoup intéressée au milieu de la tech. Et donc la haute technologie pour végétaliser, faire de l'agriculture, faire du compostage, ça me fascinait beaucoup. Et puis après avoir visité pas mal de projets dans le monde, je me suis rendu compte que cette haute technologie peut parfois être utile, mais peut surtout parfois être dangereuse si elle est utilisée à l'échelle industrielle, que même pour de la végétalisation, du compostage ou de l'agriculture. Et donc c'est vrai que je me suis beaucoup remise en question quant à la vision que j'avais au départ du projet, qui aujourd'hui a tourné vers une vision beaucoup plus déconnectée finalement et beaucoup plus low-tech, basse technologie. Et je me suis aussi rendu compte, j'ai visité très très récemment la ville de Singapour en vrai, puisque là, les images que vous avez vues dans le film, c'est des cabinets d'architectes qui nous avaient envoyé les vidéos. Très récemment, j'ai visité la ville de Singapour qui est très connectée, très végétalisée, elle est magnifique. Écologiquement, il y a des fonctions qui sont remplies, qui sont fascinantes, qui sont vraiment intéressantes, voire intéressantes à dupliquer ici sur nos territoires. Mais par contre, j'y ai pas trouvé le lien social que j'y attendais, alors que la nature a aussi des fonctions de reconnexion entre nous, entre humains. Et donc je pense que la base technologie, l'utilisation de la base technologie, au-delà de ses fonctions écologiques et scientifiques, a quelque chose un petit peu plus divin, on va dire, à apporter à la ville. Voilà, une autre question. Sinon, nous allons accueillir nos invités prestigieux avec qui vous allez un peu échanger, débattre, parce que on a vu ces villes internationales et on va se rapprocher un peu de la nôtre, celle de Toulouse, d'ici Coval, avec la métropole. Pas d'autres questions ? Alors, nous accueillons immédiatement à nos côtés Jacques Auberty, président du SICOVAL, et Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole. Messieurs, bonjour. Et merci d'être là pour clôturer ce forum. Installez-vous bien gentiment dans votre fauteuil, comme dit la chanson. Mais avant de parler de vos projets, de la métropole, du SICOVAL, de ce qui s'y passe, un petit regard peut-être vers cette jeunesse. Et tiens, d'ailleurs, ce n'était pas prévu, mais avez-vous, vous les jeunes, une question en particulier à poser à Jacques Auberty ou à Jean-Luc Moudenc par rapport à votre expérience, ce que vous avez vu, ce que vous constatez ici. Alors, avant peut-être, pouvez-vous repréciser, parce qu'on est entre nous, on le sait, mais dans l'Assemblée, quelle est la différence? Il y a une vraie différence, mais quel est le lien entre le SICOVAL et Toulouse Métropole? Parce que dans la salle, on a des gens avertis, mais d'autres le sont moins. Rapidement, qu'est-ce que le SICOVAL et qu'est-ce que Toulouse Métropole? Et quel est le lien entre vous deux, avec cette connexion métro, bien évidemment, mais peut-être pas que?
Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation, monsieur le maire, merci vraiment. Je prendrai la parole en premier, vous m'en excuserez. Donc le Sicoval. Le Sicoval, d'abord, c'est une intercommunalité qui est sans doute la plus ancienne. Aujourd'hui, 36 communes, 85 000 habitants, le petit poussé par rapport à la métropole, à Toulouse Métropole. Un territoire qui est à la fois très relié à Toulouse dans une forme de continuité urbaine. Vous le savez, Ramonville, en fait, on a du mal même à déterminer la limite entre Toulouse et Ramonville, mais pour autant un territoire qui peut aller vers la ruralité, dans le Lauragais. Donc un territoire de contraste qui accueille énormément d'habitants et sans doute, je reviendrai sur cette question-là, eu égard notamment à votre film. Et peut-être un tout petit mot, si vous permettez, avant de laisser la parole à Jean-Luc Moudenc. J'ai trouvé que votre film présentait un énorme avantage par rapport à ceux qu'on a pu voir sur des sujets équivalents, c'est que vous amenez un principe de réalité. Je veux donner juste un exemple, mais je ne serai pas plus long. J'ai bien écouté l'intervenant qui disait « l'agriculture périurbaine, c'est bien, ça a une vocation aussi sociale, mais ça ne peut pas nourrir la ville ». Voilà un principe de réalité, d'honnêteté, et je vous en félicite. Merci. Voilà pour présentation du Sicoval. Merci. Jean-Luc Moudenc, donc, Toulouse, vous êtes président de Toulouse Métropole, si on peut resituer par rapport à ceux qui nous écoutent. Oui, à mon tour de remercier et de féliciter nos deux jeunes, parce qu'effectivement, j'ai été extrêmement frappé par la qualité de leur travail. Un film qui dure 1h30, ça situe déjà l'état d'esprit qui est le leur. Ça veut dire que sur des problèmes qui ne sont pas évidents, on ne peut pas les résoudre par des slogans ou par des yakafokeux qui ne prennent au fond que très très peu de temps. Il faut expliquer. Et puis la deuxième chose à laquelle j'ai été sensible comme Jacques, c'est le fait que le film est bâti sur du vécu, du concret, avec les acteurs, c'est-à-dire ceux qui font. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que les acteurs, c'est aussi, j'ai même envie de dire d'abord, des citoyens qui prennent des initiatives, pas simplement chacun dans son petit côté, mais avec une volonté de fédérer. Et ça, je crois que c'est véritablement la leçon à retenir, c'est-à-dire que pour relever tous ces défis où nous devons changer la ville, où nous devons fabriquer la ville de demain autrement, on doit tous s'y mettre, nous les élus, les professionnels de l'acte de construire qui sont à l'initiative de ce forum, mais après, chacune et chacun des citoyens que nous sommes. Voilà, alors, pour aller sur la question de Gérald sur Sicoval et Métropole, donc la Métropole, c'est une intercommunalité qui s'est construite plus tard que le Sicoval, il faut le dire. Nous sommes pratiquement autant de communes, on est 37 communes, avec quelques 800 000 habitants. Nous avons, parce que nous sommes le fruit de deux histoires différentes, nous avons deux entités différentes, une communauté d'agglomération et une métropole, mais il faut quand même le dire, sur beaucoup de sujets, nous nous retrouvons dans d'autres structures. Par exemple, nous sommes ensemble dans Tisséo, ce qui veut dire que, en ce qui concerne toute la politique de mobilité, qui est d'une importance capitale, chacun ne réfléchit pas de son côté, on est ensemble pour réfléchir. Et puis, pour tout ce qui concerne la planification à long terme, le devenir de nos territoires dans une vision prospective, que ce soit sur le plan de l'accueil des populations, du développement économique, de la nature en ville, des dessertes, bref, de tout ce qui contribue à faire un territoire, ben là aussi nous sommes ensemble dans une autre structure qui est extrêmement médiatique, tout le monde la connaît, c'est le SMEAT, bien évidemment. Et donc, voilà, c'est pour vous dire, on est deux, on se respecte, il n'y en a pas un qui commande l'autre, mais ce sont deux structures qui, je crois, ont l'intelligence de travailler ensemble sur beaucoup de sujets, parce que c'est vrai que, vu de beaucoup de nos concitoyens, vu au niveau national et au niveau international, c'est la même adresse, le Sicoval et Toulouse Métropole.
Peut-être tu voulais poser une question, j'en ai une, moi, déjà par rapport à ce qu'on a vu à travers ce film, on peut quand même constater qu'on a beaucoup de retard sur tout ce qui est mis en place et qui a été présenté à travers la végétalisation dans les grandes villes. Pour quelles raisons, déjà? Et comment peut-on combler ce retard par rapport à ça? Alors, je veux bien accepter... Ah, ça y est. Non, mais je veux bien accepter le mot retard, mais le mot retard est un mot négatif. Et ce que j'ai trouvé extrêmement bien aussi, il y a beaucoup de choses qui sont bien finalement hein, dans leur film, c'est que c'est un film positif. Parce que souvent, quand on parle de ces sujets, ben, on en sort de là complètement déprimé. Hein, grosso modo, c'est on n'y arrivera pas. Et la notion de retard, moi je préfère de dire qu'on a des progrès à faire. Et que la preuve, c'est possible de faire des progrès. Par exemple, au début, lorsque c'est la première partie du film, vous interrogez un Sud-Américain qui dit il faut 9 mètres carrés d'espace vert par personne. Combien y en a-t-il à Toulouse? C'est la question qu'on peut se poser quand on est toulousain et qu'on entend quelqu'un nous dire ça. À Toulouse, il y en a 28 mètres carrés par personne. Donc, là aussi, je dis, relativisons la notion de retard. Et prenons plutôt la notion de progrès. Parce que quand je dis, moi, ou je vous informe peut-être du fait qu'il y en a 28 mètres carrés, ça ne veut pas dire que je considère que tout va bien et qu'il n'y a plus rien à faire. Certainement pas. Et d'ailleurs, si on vient ici, nous les élus, avec un certain nombre de collègues que je salue, c'est justement pour se remettre en cause et pour voir comment d'autres font mieux que nous. Moi, j'ai pris plein de notes, vous voyez, pendant que le film déroulait. Certains ont cru d'ailleurs que j'étais inattentif. Je prenais des notes. Et donc, effectivement, il y a des choses que nous faisons sur le compostage. Sur le compostage, je vais dire ce qu'on fait et en même temps, je vais parler du retard. Sur le compostage, depuis des années, nous proposons aux habitants de la métropole d'acquérir, je crois, pour une quinzaine d'euros à peine, le composteur, le gros composteur. Par contre, c'est vrai que ce qu'on a vu dans le film à la fin, ce qu'on appelle le bioseau, c'est-à-dire le petit, le petit récipient que nous avons chez nous dans notre cuisine, c'est vrai qu'on ne le propose pas. Ça fait partie des sujets que j'ai dit. J'ai dit, tiens, il ne suffit pas peut-être de proposer le composteur, il faut peut-être commencer par le commencement. Sur les composteurs, pour aller dans le sens de la critique, le retard. Aujourd'hui, on a 25%, parce que le composteur, le problème, je crois que vous serez d'accord, c'est que le problème ne se pose pas de la même manière selon qu'on habite dans un habitat individuel avec un petit jardin ou qu'on habite dans un appartement. Sur ceux qui ont la chance d'habiter dans une maison individuelle avec un petit jardin dans la métropole, c'est les plus faciles pour faire le compostage. Eh bien, reconnaissons, disons en toute transparence le chiffre, il n'y en a qu'un quart d'entre eux qui ont un composteur et qui se mettent au compostage. Et on a décidé, avec les collègues de la métropole, pour les toutes prochaines années qui viennent, de doubler cette proportion, d'arriver à 50%. Ce qui ne sera pas encore très très glorieux, soyons francs. Et par contre, c'est vrai que pour l'essentiel des habitants, notamment à Toulouse, qui n'ont pas de jardin, qui habitent dans le collectif, comment faire? C'est pas évident. Alors évidemment, on met des composteurs dans les jardins publics, on va en mettre davantage, mais nous savons que c'est pas pour autant que les gens vont s'y mettre. Ça n'a pas de caractère obligatoire, même si la loi, qui s'applique à partir du 1er janvier prochain, rend obligatoire l'organisation par nos collectivités intercommunales, la mise en place d'un système de collecte des biodéchets. Alors, pour terminer ma prise de parole sur cette question-là, pourquoi on est en retard? Je dirais, et c'est un petit peu la philosophie, je pense, de tout ce que l'on voit et tout ce qu'on entend dans le film excellent qu'on a regardé, c'est que nous étions, il y a quelques décennies, une société rurale, pour l'essentiel.
Et il y avait un rapport naturel, ancestral, j'ai envie de dire qu'on avait ça dans les gènes, entre l'homme et la nature. Parce que les habitants des villes étaient une toute petite minorité. Les choses ont bien changé, l'exode rural est passé par là, l'agriculture elle-même a connu une révolution industrielle avec parfois de mauvaises pratiques, ça a été dit également. Et donc, pour l'essentiel, je dirais que, à l'heure où il n'y a plus que 4% d'agriculteurs parmi les Français, je dirais que 95% des Français ont perdu le fil, ont perdu le savoir-faire. Et au fond, ce à quoi nous sommes invités, mais dans l'urgence, c'est à réapprendre des savoirs fondamentaux qui ont été oubliés. Et ça, c'est aussi notre rôle, les collectivités, à travers les fermes urbaines. Ça a été très bien dit, la ferme urbaine, et Jacques l'a relevé, la ferme urbaine, pas parce qu'on va mettre 100 fermes urbaines à Toulouse que nous allons être autonomes pour nous nourrir. C'est faux. Certains essaient de le faire croire. En général, pour refuser les programmes immobiliers, pour refuser que ceux qui viennent à Toulouse se logent. Mais la réalité, c'est que la vertu des fermes urbaines, c'est une vertu pédagogique. Et nous, quand on fait une ferme urbaine à Candy, à Borde-Bio, à Borde-Blanche, quand on en fait une autre à Castelginest, une autre à Quinfonce-Grive, c'est pour justement permettre à nos concitoyens de réapprendre. Voilà, c'est ça le défi, je crois. Alors, vous, Jacques Aubertier, est-ce que vous avez quand même la même problématique parce que vous êtes un peu plus étendu par rapport à votre territoire? Est-ce que dans la marge de progression, ne parlons pas de retard, de marge de progression, est-ce que vous adossez aux propos de Jean-Luc Moudenc? Alors effectivement, le territoire du Sicoval n'est pas celui de Toulouse, autant être clair. Dans vos reportages, en quelque sorte, vous insistez sur la nécessité de remettre le végétal dans un concept d'économie circulaire, je reviendrai sur la question du compostage, dans la ville. Je dirais qu'au Sicoval, compte tenu de la très forte attractivité de la grande agglomération toulousaine, nous sommes plutôt dans une réflexion pour mettre la ville à la campagne, en quelque sorte, et donc créer plus de densité là où le végétal est déjà très présent. Le territoire du Sicoval est un territoire qui accueille 80 000 habitants versus 800 000 pour la métropole toulousaine, pour un périmètre qui est sans doute plus élevé. Et donc, effectivement, la présence du végétal, certes, doit être privilégiée, mais nous l'avons déjà bien présent dans nos villages, y compris même dans les communes les plus peuplées que sont, par exemple, Ramonville-Sainte-Agne ou Castanet-Tolosan. Imaginez 15 000 habitants, ça reste quand même, somme toute, donc des villages pour bien des citoyens. Alors, l'enjeu pour le Sicoval aujourd'hui, c'est de relever les défis, et pour certains, d'ailleurs, sont apparus assez récemment, vous l'avez dit vous-même, la crise Covid. Cela fait 2 ans. Et donc, l'échelle de développement des territoires, en général, est plutôt un processus, relève plutôt d'un processus lent. Et puis, la question des évolutions de notre société, le télétravail, cela a été très bien dit aussi, la question des mobilités, la question de l'eau. Et donc, le Sicoval, en quelque sorte, a engagé un certain nombre d'actions depuis bon nombre d'années, eu égard d'ailleurs à son antériorité, sans doute, aussi à ses gènes en matière d'innovation, et particulièrement innovation relative au développement durable. Et je ne citerai que 3 exemples pour illustrer mon propos. Le premier, c'est celui de l'agriculture périurbaine, c'est comme ça que nous l'appelons. Nous avons la chance d'avoir effectivement des espaces agricoles disponibles. Récemment, nous avons fait l'acquisition d'une exploitation de 64 hectares en première couronne toulousaine, ce qui nous permet de développer des initiatives justement sur ces questions d'agriculture périurbaine, tant à vocation, bien évidemment, de nourriture des territoires, mais aussi de cohésion sociale, des jardins partagés, et aussi d'intégration dans le tissu économique. Nous participons ainsi au développement d'un
projet alimentaire de territoire. Et d'ailleurs, nous avons une collaboration avec la métropole de Toulouse et avec l'agglomération du Muretin pour démontrer que cette première, voire même cette deuxième couronne de Toulouse peut jouer pleinement son rôle et doit effectivement faire muter un certain nombre de surfaces agricoles pour mieux intégrer la production à la ville. Le deuxième exemple concerne la mutation aussi de nos espaces aménagés. Vous le savez, nous sommes sous le feu en quelque sorte d'une loi qui est la loi climat et résilience, qui nous demande d'économiser l'espace de façon extrêmement marquée avec un horizon de zéro artificialisation nette pour 2050, alors même que nos territoires sont très attractifs, parmi les plus attractifs, voire même le plus attractif de France, et qu'il convient donc aussi, et c'est là où votre film est extrêmement intéressant, d'imaginer la construction de la ville du futur en intégrant complètement le végétal. Pour le Sicoval, c'est plutôt ce challenge, alors que pour Toulouse, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. Mettre le végétal dans des zones extrêmement urbanisées. Et donc, nous avons lancé un plan paysage pour mobiliser les élus sur le fait que nous aurons demain la modification de nos paysages, qu'ils soient ruraux, ceux-là, je pense qu'on doit pouvoir les préserver, mais surtout urbains, en intégrant justement toutes les contraintes liées à la densification de l'accueil, que ce soit d'ailleurs pour les populations, mais aussi pour la création d'emplois. Et peut-être serait-il un sujet à approfondir en la matière, et aussi, bien évidemment, l'intégration du végétal, puisque au niveau de nos bourgs-centres, de nos villages, nous avons exactement la même problématique, notamment en matière de création d'îlots de fraîcheur. Et là, je crois qu'il y a l'urgence qui donc est bien présente aujourd'hui encore dans cet été indien, avec la question évidemment de la canicule. Le troisième élément, c'est sur les concepts d'économie circulaire. Cela fait très longtemps que le Sicoval travaille sur la question des filières à la fois de recyclage et de traitement des déchets. Premier territoire en Occitanie en termes de performance. Cela fait maintenant près de 8 ans que nous avons introduit la redevance incitative et nous serons au rendez-vous au 1er janvier prochain de la loi sur l'économie circulaire en matière de compostage. Nous avons d'ailleurs lancé un grand plan permettant la collecte des biodéchets avec une expérimentation accompagnée évidemment par les pouvoirs publics. Nous sommes déjà à près de 60% des ménages qui sont équipés de composteurs individuels, plus de 60 composteurs collectifs dans les zones les plus urbaines. Et nous travaillons bien évidemment à cette collecte des biodéchets. Et donc nous sommes en passe, je crois, de relever ce défi de l'économie circulaire sur la production des déchets alimentaires ou des déchets végétaux au sein même de l'ensemble des ménages du territoire. Alors, vous deux, Manon, François, est-ce que par rapport à votre vécu, justement, vous avez, alors peut-être pas un conseil, parce qu'ils sont même bien au fait, mais peut-être des orientations à donner par rapport à votre ville que vous vivez au quotidien, à Jean-Luc Moudin, Jacques Auberti, est-ce que vous avez une orientation particulière par rapport à ce que vous avez vécu? Moi, je pense qu'il y a une notion qu'on n'avait pas en tête avant de partir et qu'on était content de synthétiser au retour du voyage, c'était celle qu'il y a des responsabilités à prendre à toutes les échelles, donc à l'échelle d'une ville, à l'échelle des élus, etc., évidemment, mais aussi au niveau de l'échelle citoyenne et à l'échelle des entreprises privées. Et sans la transversalité et la prise de responsabilité de chacune de ces échelles, on n'y arrivera pas forcément. Et alors je ne sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas un constat qu'on a fait et qui pour nous est important, enfin, c'est le message qu'on a vraiment envie de faire passer, c'est qu'on fait tous partie de... Enfin, on est tous un maillon de cette chaîne vers la réussite de cette ville de demain et que c'est en travaillant ensemble, les citoyens avec les élus avec les entreprises privées, etc., qu'on arrivera, grâce à la transversalité, à arriver à ça, je pense. Ouais, pour compléter, on a fait depuis janvier 2023 une centaine de ciné-débats pour montrer le film. Et il y a un sujet qui revient souvent. Et c'est un vrai conseil, c'est que je pense qu'il faut recréer un dialogue entre les villes, les collectivités qui essayent de mettre en place des choses, et les citoyens, les citadins.
Parce que souvent, il y a des projets qui ne sont pas forcément compris et acceptés par les citadins. Un exemple tout bête, je veux enlever un parking pour mettre en place un parc ou une forêt urbaine avec des bancs, recréer du lien social, créer des îlots de fraîcheur. On fait une concertation, c'est ça qu'on dit, une consultation auprès des citadins, et elle a été refusée. Pourquoi? Moi, où je vais me garer. Donc c'est aussi des fois communiquer, sensibiliser, rendre sexy aussi ces sujets-là, pour essayer de faire comprendre aux citoyens qu'on n'est pas là pour leur enlever un confort, mais plus pour leur en donner un qui est beaucoup plus important. Et ça amène aussi à la complexité du sujet, et qu'on disait tout à l'heure, on ne parle pas de mobilité, mais c'est des sujets complètement liés. Si on veut remettre du végétal, il va falloir débitumer, redonner de la place à la nature, mais ça veut dire réfléchir à comment se déplacer demain en ville, à travers des moyens de mobilité peut-être plus doux, etc. Donc au final, on essaye de le rendre simple, de démocratiser ce sujet. Il n'est pas si facile que ça, il est plutôt complexe, mais je pense que la solution est vraiment dans recréer un dialogue entre les citadins et les collectivités, et même recréer le dialogue entre les différentes branches de métiers dans une même collectivité. Ceux qui s'occupent de la mobilité et ceux qui s'occupent des espaces verts, il faut qu'ils communiquent. Quand on réfléchit à un projet, il faut qu'on le réfléchisse ensemble avec une vision commune. Voilà, ce serait un peu mon conseil. Ouais, c'est un peu tout le thème et l'objet de ce forum, hein. On a parlé urbanité, écologie, attractivité, lien social, tous ces thèmes qui ont été abordés sur des tables rondes. Moi, j'ai noté une phrase qui dit « Imaginez ensemble un avenir durable autour d'une méthodologie qui fédère », c'est ça. Et ça, on a l'impression que tout le monde est d'accord quand même sur le besoin, mais que, bien évidemment, ce n'est pas si simple à faire entendre et à co-construire. Donc, vous êtes sur des gros projets en cours et en commun, puisque je crois que la ligne du métro arrive chez vous. Là aussi, je pense que ça crée, là encore, pour ce passage de ligne, des discussions, des distorsions, des complexités, alors que c'est un bien nécessaire et un lien nécessaire. Vous en dites quelques mots là-dessus? Ah, c'est vous deux, là. C'est vous deux. Alors, vous le savez, donc la loi prévoit qu'il y ait effectivement des démarches de participation sur la construction des grands projets, mais même au-delà, sur les projets de territoire eux-mêmes, c'est-à-dire qui englobent aussi les grands projets sur un territoire. Sans doute, la loi ne prévoit-elle pas suffisamment de concertation avec les citoyens, que ce soit en proximité ou plus généralement. Je pense qu'aujourd'hui, nous le savons tous, nous réalisons des efforts d'ailleurs pour aller bien au-delà de ce que les textes nous imposent, pour faire en sorte d'associer au maximum les citoyens, d'être à leur écoute, et après de jouer aussi pleinement notre rôle, qui est celui de décideurs locaux. Il en va sans doute de ce qu'on appelle la démocratie locale. Et je retiens d'ailleurs très volontiers une parole de François Gémen, hein, du GIEC, qui considère que les initiatives locales, qui considère que les initiatives des minorités doivent être regardées de très près, et c'est l'objet de votre film, de façon à être finalement inspiré et pouvoir passer à l'échelle. Et le rôle des élus, c'est ensuite de passer à l'échelle, d'aller rechercher bien évidemment les moyens, puisque cela nécessite, nous en discutions tout à l'heure en aparté avec Jean-Luc Moudin, des moyens assez colossaux et qui posent bien évidemment le problème des ressources sur nos territoires. Mais cette question de la participation de toutes et tous, des citoyens, des entreprises, des partenaires au sens très général, cette question-là est fondamentale, à la condition qu'ensuite il y ait le respect de cette démocratie locale. Or, nous sommes aujourd'hui dans un monde qui a tendance, au vu de l'accélération sans doute de notre société, à remettre assez facilement sur des aspects qui sont souvent inhérents au fait d'avoir obtenu des compromis pour l'avenir, remettre en question la décision qui a été celle finalement issue de cette démarche de participation, même s'il faut l'améliorer. Et donc, j'ai quand même une certaine inquiétude à cet égard. Oui pour la participation, oui pour faire des efforts à cet égard, mais oui aussi pour le respect de la démocratie locale. Oui, ça fait belle lurette que nous pratiquons la participation. D'abord parce que
il y a des textes qui nous obligent à organiser les concertations autour des projets. Et puis, je dirais, ces textes-là se sont multipliés. À Toulouse, on a créé des maires de quartier. Pourquoi Toulouse? Il y a 515 000 habitants à Toulouse, aujourd'hui en réalité. Et on a découpé la ville en 20 quartiers avec cette idée que facilement, chaque habitant puisse avoir accès au conseil municipal près de chez soi et rapidement. Voilà. Et donc les maires de quartier font tout ce travail d'écoute qui est considérable. Ils fonctionnent avec ce qu'on appelle un bureau de quartier, c'est-à-dire qu'il y a les associations les plus représentatives du quartier qui se réunissent de manière systématique, de manière régulière, avec un droit de regard sur l'ensemble des questions du quartier. Et puis après, il y a les réunions publiques autour des projets. Pour autant, il faut avoir la franchise de dire qu'on a multiplié les outils de participation des citoyens. On a créé un outil numérique qui marche très bien, qui s'appelle « Je participe Toulouse ». Pour autant, c'est véritablement une petite minorité qui véritablement s'implique. On a beau prendre le problème de plusieurs manières, c'est toujours une petite minorité qui s'implique. On a, il y a 1 an et demi avec mes collègues, on a créé une démarche nouvelle, en plus de toutes ces concertations permanentes et systémiques, on a créé une sorte de concours d'idées. On l'a appelé « Mes idées pour mon quartier ». Et on a demandé aux Toulousains de donner toutes leurs idées avec quand même une connotation. On leur a dit « privilégier les idées qui transforment écologiquement la ville ». Ça a été un très grand succès. On a eu plus de 11 000 participants. Quand j'ai demandé à mes collègues maires de grandes villes que je fréquente assidûment combien ils avaient eu de participants sur ce type de démarche, aucun n'avait atteint 11 000. 11 000, je le répète, il y a 515 000 habitants. Alors ça a été un formidable succès, on a eu 1800 idées différentes, on les a expertisées, on a fait voter les gens pour retenir à la fin 85 projets qui sont faisables, qui sont en cours de mise en œuvre. Mais vous le voyez, on a quand même toujours une minorité qui s'implique. Alors tant mieux, parce que c'est une minorité qui est agissante, mais je rejoins Jacques lorsqu'il disait que de toute façon, une fois que l'on a fait tous les exercices de participation possibles, prévus par la loi, en plus de la loi, ben à la fin, c'est quand même à nous les élus de trancher, d'arbitrer, parce que, il faut le dire aussi, les exercices de concertation révèlent les contradictions de notre société. Et effectivement, on a sur tel ou tel projet des points de vue qui sont contradictoires, qui ne sont pas conciliables. Et c'est là où la difficulté et la noblesse du mandat d'élu consiste à trancher, à arbitrer, en sachant qu'on n'arrivera jamais à créer l'unanimité dont on rêverait. On rêverait d'un consensus absolu. Ce n'est pas possible. Et donc, il nous importe de trancher. Et ce qui m'inquiète, et là aussi je rejoins Jacques, c'est qu'aujourd'hui, une fois que le processus de concertation a eu lieu, une fois que tous les textes de loi se sont appliqués, les enquêtes publiques, les concertations publiques, et que la décision prise par les élus, c'est-à-dire le produit du suffrage universel que nous sommes, que cette décision est acquise, lorsque le projet est mis en œuvre, il y a toujours des poignées de contestataires, souvent médiatisés, qui ne lâchent rien et qui, au fond, ne reconnaissent pas le processus démocratique et qui veulent faire prévaloir leur idée, alors même qu'ils ont participé à toutes les étapes du débat. On en a un exemple dans un département voisin en ce moment, de manière particulièrement évidente. Et ça, franchement, ça pose un problème d'une autre nature, qui est le problème de la démocratie. Il y a des gens qui n'acceptent plus la démocratie aujourd'hui, sous de bonnes raisons, avec de bonnes idées ou des idéaux extrêmement respectables, mais qui à la fin ne l'acceptent plus.
Et ça, c'est quand même quelque chose d'inquiétant. On a d'ailleurs un exemple pacifiste de représentation. Et alors, on les en remercie pour le côté pacifiste. Et moi, je l'ai parlé parce qu'en face de ça, c'est ce qu'on appelle le courage politique. Parce que c'est vrai que derrière toutes ces mises en œuvre, ces projets de loi, ces projets qui font avancer la métropole, le Sicoval, la ville, on l'a vu, il y a des maquettes qui montrent magnifiquement ce que seront et ce que sera la métropole demain. Il y a aujourd'hui le courage politique qu'il faut aussi savoir reconnaître. Et derrière ces projets qui sont ambitieux, vous avez su le montrer. Peut-être une dernière question liée à ce forum, qui est un forum dédié, organisé par des privés. Et on a tenu à ce que vous soyez à la barre pour cette conclusion, pour que vous ayez pris la conscience de ce qu'ils ont fait, pour que les Toulousains s'approprient leur ville, leur territoire. Et tu l'as dit, François, tout à l'heure, c'est la concertation. C'est de quelle manière on peut échanger, de quelle manière on peut apporter des idées. Vous le disiez, Jean-Luc, là-bas, nous avons un mur. Près de 10 000 personnes sont passées pendant ces 3 jours. Un mur d'idées, avec des idées qui sont très fortes pour certaines, d'autres peut-être plus complexes à mettre en œuvre. Mais moi, je voudrais juste, en guise de conclusion, que vous nous apportiez le regard sur cette initiative privée qui doit vous permettre, vous, d'avancer et de réaliser vos projets peut-être plus sereinement avec les Toulousains et avec ceux qui font Toulouse. C'est pas ma conclusion, hein. C'est à vous que je demande votre regard sur ce forum. Ah non, les jeunes, ils peuvent réagir aussi. Allez-y aussi, réagissez. Ça va dans le sens de ce que tu disais par rapport à la prise de parole, la participation citoyenne et ce projet, je le redis, important de signaler, privé, organisé par des gens de la concertation et du milieu, qui font qu'aujourd'hui nous en sommes là avec cette magnifique manifestation. Non, mais moi je trouve que c'est une super initiative, donc merci aux organisateurs. Et je pense que le changement, il passe par 3 phases. On en parlait tout à l'heure, c'est la sollicitation, c'est échanger, c'est réfléchir ensemble à des solutions. C'est ensuite proposer une vision commune. Donc moi j'aurais peut-être un exercice à vous proposer tout à l'heure, mais avoir une vision commune, se dire où on va maintenant. On connaît les problématiques, on a réfléchi ensemble à des solutions. Quelle est notre vision? Et puis ensuite, il ne faut pas oublier quand même qu'il faut passer à l'action et agir. Et c'est quand même le plus important, parce que c'est bien d'avoir des bons mots, de réfléchir à des solutions, de expérimenter, mais il faut aussi, voilà, comme on le disait tout à l'heure, passer à l'échelle. Et donc, tu nous proposais tout à l'heure de poser une question. On a des milliers de questions avec Manon, mais c'est plus un exercice qu'on aimerait vous proposer. Un exercice qu'on a proposé à toutes les personnes qu'on a rencontrées partout dans le monde. On leur a demandé de fermer les yeux, 10 secondes, 1 minute, comme vous voulez, et puis d'imaginer à quoi pourrait ressembler la belle ville de Toulouse en 2050. Parce que, on vous a entendu, vous mettez en place des solutions, mais aussi je pense qu'il faut partager une vision commune, rendre ça sexy et inviter tous les gens, les citadins, les entreprises, à agir aussi avec la ville. Donc voilà, moi c'était un petit exercice que je vous proposais, c'est en 1 minute essayer d'imaginer à quoi pourrait ressembler la ville de Toulouse en 2050 et de nous partager cette vision. Voilà. En 1 minute. Voilà, 1 minute, c'est compliqué. Je ne suis pas sûr de tenir le temps de parole que François m'a assigné. Mais pourquoi? Parce que ce sont des problèmes complexes et qu'on ne peut pas les résoudre en 1 minute. Alors, effectivement, tout ce qu'on a vu sur la ville idéale, j'y adhère. Les toits végétalisés, les agriculteurs qui, de la périphérie, viennent nourrir la ville, les continuités vertes, ça c'est très important pour la qualité de la biodiversité, les espaces verts au-dessus et en surface. Bon, quelque part, tout ça, on a enclenché le fait de faire ça. Entre 2014 et 2020, pour prendre notre premier mandat, on a augmenté de 10% la superficie des espaces verts de Toulouse. Je peux vous dire qu'augmenter de 10%, c'est-à-dire 85 hectares, en 6 ans, c'est un véritable challenge. En 2019, avec mes collègues, on a décidé d'enclencher le plan 100 000 arbres. On n'a pas attendu l'été caniculaire de 2022, on l'a fait dès avril 2019. Et l'idée, c'est de planter 100 000 arbres entre 2020 et 2030, c'est-à-dire qu'on multiplie par 3
le volume de plantation par rapport à ce qui se faisait auparavant. Et je suis assez content parce que là, en 2023, on est à mi-mandat et sur 3 ans, on n'a pas planté 100 000 arbres divisés par 10 multipliés par 3, c'est-à-dire 30 000 arbres, on a planté 38 000. Les jardins partagés. Les jardins partagés, quand on a été élu en 2014, on en a trouvé 7. À l'heure actuelle, on est élu depuis 9 ans, on en a très précisément 23. Et dans nos projets, on va en avoir 32 d'ici la fin du mandat. Pour autant, comme je le dis toujours, quand il y a des progrès effectués, on ne doit jamais verser dans l'autosatisfaction. Pour moi, un progrès qu'on arrive à accomplir, c'est un encouragement à continuer et à aller plus loin. Mais effectivement, si on met en débat avec tout le monde, comme vous le dites fort justement, tout le monde, c'est-à-dire les citoyens, les élus, les professionnels de l'acte de construire la ville de demain que l'on veut, il faut mettre en débat la question que vous avez traitée, c'est-à-dire la renaturation et au fond la reconnexion entre l'être humain et la nature dans nos villes, mais il faut aussi avoir le courage de mettre sur la table les autres questions qui fâchent, qui ne font pas l'unanimité, mais qu'il est nécessaire de traiter si on veut arriver au résultat qu'on a vu. Et en particulier, je pense à 2 questions. Une qui a été abordée avec honnêteté par Jacques, c'est-à-dire que nous accueillons effectivement 9 000 habitants par an sur le territoire de la métropole. Donc, comment on renature la ville tout en continuant à accueillir les habitants? Parce que je crois que personne n'est pour une grande ville qui serait facteur d'exclusion et qui dirait aux gens écoutez, moi je suis logé ici à Toulouse, mais allez ailleurs, vous, allez loger ailleurs. Ça, je crois qu'on ne peut pas le défendre, cette vision. Ou alors, il faut assumer que l'écologie, c'est le contraire de la solidarité. Nous, on préfère conjuguer les deux. Et puis la deuxième question, qui n'est pratiquement jamais abordée dans le débat français sur ces problématiques, c'est tout ça, combien ça coûte et qui paie. Et donc je pense qu'effectivement, vous avez raison, il faut partager tout, mais tout, pas uniquement ce qui est sympa. Il faut partager aussi les complexités parce que nous, les élus, nous vivons dans la complexité du matin au soir. Je ne m'en plains pas, personne ne nous a forcés à être élus. Simplement, il faut que le citoyen, pour être pleinement responsable, plutôt que de crier haro sur les élus, c'est à la mode, hein, on nous agresse, on nous remet en question, d'accord, ok, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, il faut que les citoyens aient le courage de donner des solutions sur les questions difficiles, puisqu'ils estiment que nous ne sommes pas à la hauteur. Voilà, donc effectivement, partager, oui, mais il faut tout partager. Voilà, ça c'est votre conclusion. Je pense que sur cette phase-là, tout est dit. Donc on va retrouver Toulouse demain dans une ville, j'ai bien dit Toulouse demain, plus inclusive, plus verte, intergénérationnelle, soucieuse de conserver son patrimoine immatériel. Donc moi j'ai une dernière question qui est plutôt orientée sur votre regard personnel. Je ne sais pas, vous êtes né où, Jacques ? Vous êtes originaire d'où? Dans le sud-est. Où ça? Marseille. Marseille. Jean-Luc? Je fais partie de la minorité, on n'est plus que 30% de Toulousains nés à Toulouse. Très bien. Et vous, les jeunes? Moi, Pau. Et Toulouse. Alors, vous vivez Toulouse. En 30 secondes, qu'est-ce qui fait que vous aimez cette ville? Alors pour ma part, c'est le fait que j'y suis né, déjà. C'est le tissu social, c'est la famille. Donc c'est important aussi de le mentionner au-delà des vertus écologiques. C'est aussi une ville vivante, une ville qui noue des liens entre ses habitants. Donc ça, c'est très important. Et puis, quand on est revenu de voyage aussi, c'est avec Manon, c'est un peu ce qu'on dit dans le film, c'est qu'il y a plein de choses à faire. Alors oui, la ville de Toulouse n'est pas parfaite, elle ne sera jamais d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est de se dire, ensemble, on pourrait arriver à une ville idéale si, comme on le dit depuis tout à l'heure, on se met tous à l'action et si on discute des choses pour faire avancer les choses concrètement. Mais là, tu es encore rentré dans le discours politique de ton point de vue. Moi, c'est toi. Maintenant, toi. Toulouse, qu'est-ce qui te plaît dans cette ville? Non, mais ce qui m'a rendue amoureuse de Toulouse quand j'y suis arrivée, c'est déjà l'accueil de ses habitants.
C'est quelque chose qui est très fort, c'est des connexions sociales qui ont été très intenses et qui le restent dans le temps. L'accueil de la ville, la beauté de la ville, je la trouve assez poétique. Les briques, c'est beau, j'aime m'y balader. Il y fait bon vivre et c'est pour ça que j'y suis restée d'ailleurs. Et je pense que tout ce voyage, etc., quand je suis revenue sur Toulouse, moi, ce que ça m'a donné, c'est une vision d'opportunité de transformer l'existant, qui est déjà très beau, qui peut être plus végétalisé, plus connecté à la nature, etc. Mais il y a des espaces, ils existent. Quand je me balade dans la rue, que ce soit des petites rues, des grandes avenues, en périphérie ou en hypercentre, il y a plein de choses à imaginer, j'y vois plein d'opportunités et ça me rend quand même très optimiste. Alors, avant de vous poser la question à tous les deux, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est le ZAN. Alors, qu'est-ce que le ZAN? Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots rapidement? Jean-Luc Alors, non, le ZAN, je crois que c'est Jacques qui en a parlé un petit peu. Le ZAN, donc, c'est l'obligation d'aller vers le zéro artificialisation nette. Donc, l'idée, c'est qu'on doit renaturer la ville, mais la ville doit cesser de s'étendre à l'infini, comme longtemps ça a été le cas. Et donc la loi, elle est très claire, elle est rude. Hein. Elle dit que depuis 2021 et jusqu'à 2030, on doit diviser par 2 notre consommation foncière, ce qui est évidemment très vertueux. Et qu'à partir de 2030 et jusqu'à 2050, alors là, on ne doit plus diviser par 2, on doit aller vers le zéro artificialisation. Et c'est un défi considérable, surtout dans les territoires qui accueillent de la population. Si nous étions stagnants du point de vue économique et du point de vue démographique, bon, on y arriverait. Mais ce n'est pas le cas. Et quand on écoute l'INSEE, elle nous dit au contraire, l'INSEE, que dans les 20 années qui viennent, le rythme de développement va être à peu près le même que ce que nous avons connu lors des 20 dernières années. Et donc, c'est un défi d'une extrême difficulté que d'accueillir la population nouvelle, tout en divisant par 2, puis en artificialisant zéro terre foncière. Et donc, à ce sujet-là, je veux dire plusieurs choses. D'abord, et c'est l'intérêt aussi d'un échange avec tout le monde, et notamment avec les citoyens, comme ce forum le permet, en plus de nos concertations à nous, élus, c'est que échanger, dialoguer, ça permet de casser les idées reçues. Par exemple, l'idée que les grandes villes ne cessent de s'étendre au détriment de la périphérie agricole, c'est une idée qui, aujourd'hui, est devenue une idée reçue. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas attendu cette loi de 2021 pour, dans nos propres schémas, économiser considérablement la ressource. Et moi, je vais vous donner un chiffre qui n'est pratiquement jamais dans ce débat. Ce chiffre, ce n'est pas moi qui l'ai produit, c'est l'Observatoire national de l'artificialisation des sols, qui est issu d'un organisme très officiel qui s'appelle le CEREMA. Entre 2009 et 2022, les métropoles, les 22 métropoles françaises, qui accueillent 27% de la population du pays, ont consommé 1% de toutes les terres qui ont été artificialisées en France sur la période. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que la loi crée cette obligation radicale et drastique, les élus, même s'il est de mode de leur taper dessus, nous avions déjà engagé, je dirais, la modification. Et je vais vous donner un autre chiffre. 5% des communes françaises sont responsables de 38% de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ça veut dire qu'en réalité, et tout ça est très tabou dans le débat politique français, ça veut dire que oui, nos villes doivent se transformer, mais si on veut vraiment transformer dans le bon sens l'avenir de la planète, il faut que les espaces agricoles s'y mettent. En ce moment, on parle beaucoup de la question de l'eau, on a raison. Mais là aussi, le débit d'étiage, vous savez que l'étiage, c'est quand on est en période estivale et que c'est là où c'est le plus dur pour avoir de la ressource en eau. La Garonne, ici,
les 800 000 habitants de la métropole de Toulouse, dans cette période-là, consomment 1% du débit d'étiage. Les agriculteurs, 75%. Et lorsque j'entends le gouvernement présenter il y a quelques semaines un plan eau, très bien, sauf que j'ai l'impression que l'impasse est faite sur ce sujet. Et il ne s'agit pas d'accabler les agriculteurs, qui sont déjà accablés de multiples difficultés. Il s'agit là aussi de dire les choses en vérité pour partager nos difficultés, pour se comprendre, pas pour s'affronter. Mais effectivement, la question de la consommation de l'eau et de l'artificialisation des sols, c'est une question difficile parce que vous imaginez que nous, alors qu'on est déjà très vertueux, on nous demande de diviser par 2 pour accueillir autant de personnes. Et quand je dis accueillir, ce n'est pas uniquement ceux qui viennent à Toulouse de l'extérieur, c'est ceux qui naissent à Toulouse. Aujourd'hui, 60% de la progression démographique toulousaine n'est pas due aux gens qui viennent d'ailleurs. Elle est due à ce qu'on appelle le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre les décès et les naissances. Donc même si on décidait demain de ne plus se développer, de ne plus accueillir personne, si on était dans l'attitude de rejet que je dénonçais il y a 5 minutes, nous aurions quand même plus de la moitié des gens qui forment la progression démographique annuelle à loger. C'est dire si sur cette question-là, vraiment, il faut donner toutes les informations pour les partager de manière à appréhender la difficulté plutôt que d'être dans le yaka foqueux. On va donc travailler la verticalité. Jacques? Alors peut-être un petit mot personnel, un puisque petit mot, mais vraiment je vous ai dit que j'étais né à Marseille, je suis arrivé à Toulouse pour mes études, il y a plus de 40 ans, et je n'en suis jamais reparti. J'y ai fondé ma famille, et je peux vous dire que mes enfants, et puis mon premier petit enfant, tiendront réellement à ce territoire pour l'avenir. Peut-être un mot aussi en tant qu'élu, cette fois, pour un territoire qui est celui du Sicoval, qui est sans doute en continuité avec la métropole, mais aussi entièrement complémentaire, faire que nos habitants puissent vivre dans un équilibre territorial qui corresponde à leurs aspirations, avec des mobilités choisies, je crois que c'est très important, et puis faire que les projets du Sicoval, et c'est déjà le cas, améliorent la biodiversité et améliorent notre bilan carbone, et nous y travaillons intensément. Et donc, une confiance en l'avenir, mais en remerciant encore une fois Manon et François pour la belle leçon qu'ils nous apportent et surtout le chemin qu'ils tracent pour nous. Merci. Merci à vous. Et donc, Jean-Luc, dernière question, elle vous revient. Je le disais, qu'est-ce qui vous plaît dans cette ville de Toulouse en particulier? Pourquoi il fait bon vivre? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette ville? Vous êtes né. Je vais paraphraser François, j'y suis né, donc forcément. Ouais, mais il y a toujours un coin de mon cœur. Non, je pense que Toulouse... Votre quartier préféré? Ah, il y en a plein, ok. Je suis né à Saint-Cyprien, j'aime beaucoup le quartier Saint-Cyprien. Je trouve très beau le quartier de la Dorade. Donc, ce que j'aime bien, moi, à Toulouse, c'est que c'est une ville moderne, dynamique, tournée vers l'avenir, qui a une chance formidable, c'est d'avoir son université, ses chercheurs, ses entreprises de pointe. C'est ça qui fait le rayonnement de Toulouse. Et en même temps, c'est une ville de tchatch, une ville à la Nougaro, où la relation humaine est très importante. Et le plus important, selon moi, c'est que dans la ville de demain que nous devons fabriquer par nos décisions, les élus, on appréhende le développement en maintenant la dimension humaine. Alors c'est très difficile, mais en faisant en sorte que la grande ville ne devienne pas une ville inhumaine, impersonnelle, où les gens ne font que se croiser. Et je crois que pour le moment, la convivialité toulousaine, ce qu'on appelle la conviventio, on arrive à la préserver. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes. Ça ne veut pas dire que c'est l'idéal, le monde dans lequel nous vivons. Mais il me semble qu'on a cet équilibre dans tout ce qui fait Toulouse. On a un patrimoine formidable, on essaie d'ailleurs de le mettre en valeur. On a ce défi de la nature en ville que nous essayons de relever, même si beaucoup reste à faire. Voilà, je crois que c'est une ville qui a un équilibre et que malgré tous les problèmes qui existent, les problèmes de pollution, les problèmes de mobilité, d'embouteillage, ce modèle-là, elle a réussi à le préserver. Et je crois que c'est ce charme toulousain
qui plaît aux non-toulousains qui, effectivement, pour beaucoup, quand ils y passent, ben, ils y restent. Voilà, donc merci Jean-Luc. Moi, je vais vous dire pourquoi j'aime Toulouse, mais avant ça, je voudrais simplement, après cette petite conclusion, on va appeler l'ensemble des membres de Toulouse Demain, parce qu'il y a eu un gros travail qui a été réalisé sur cette production, et les équipes qui ont travaillé dessus pour faire une petite photo de famille. Et donc moi, je voudrais remercier tous ceux qui ont œuvré sur cette manifestation.